Bienvenue, le thème de ce soir, c'est réparer. Ok, ça devrait marcher là. Bien, maintenant que cette caméra est réparée, encore merci Philippe, je vous laisse regarder cette vidéo. Bonne soirée! Bonsoir. Nous voici réunis pour cette nouvelle soirée du parcours CAP 360 autour du thème Réparer. Nous avons fait un grand tour, nous avons regardé comment nous situer, nous enraciner, nous relier, nous ouvrir, mais pourquoi finalement? Pas uniquement pour nous épanouir nous-mêmes, mais aussi pour jouer notre rôle dans cette société et contribuer au bien commun. Alors aujourd'hui, la première étape, c'est de nous dire finalement quel est l'état de notre société. Et là, nous pouvons utiliser comme mesure, tout simplement, de regarder si les activités qui sont celles de notre société concourent au bien de tout l'homme et de tous les hommes. Est-ce que c'est bien ceci qui est au centre de leurs préoccupations? Et là, il faut que nous arrivions à un constat qui est tout de même de nous dire que tout est à reprendre. C'est-à-dire que toutes ces activités sont à recentrer. Il y a un travail considérable devant nous, une tâche immense. Mais l'humanité n'est pas hors sol. L'humanité, elle est d'abord attachée à la terre, mais elle est aussi attachée à une terre, à un lieu, à une histoire. Elle est liée à un peuple. Et donc, c'est par rapport à cela que nous pouvons nous poser la question de savoir quelle va être notre décision pour la suite. On pourrait presque se dire, comme les habitants de Tchernobyl, que nous allons nous poser la question de savoir si nous allons revenir, car les choses ne sont plus comme avant et elles ne redeviendront pas comme avant. C'est quelque chose de nouveau que nous devons construire. Autour de Tchernobyl, les habitants que j'ai rencontrés me disent on ne peut pas uniquement regarder le niveau de dose, le niveau de radioactivité pour savoir si nous allons revenir ou non. Il faut que nous nous posions en profondeur la question de savoir pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui est à l'origine du fait que notre peuple s'est installé là? Pourquoi notre famille est ici? Et c'est à partir de là que nous prenons en considération la possibilité de revenir. Donc là, il y a un premier acte à poser, c'est de dire oui, je m'installe ici, je suis bien dans le pays de mes pères, et c'est à partir de là que je vais reconstruire une vie. Donc à partir de là, nous posons la question de savoir finalement comment rebâtir quelque chose. Alors est-ce que nous devons bâtir à côté, par exemple comme le propose Pierre Rabhi, qui au fond disons, est plutôt dans une logique de reconstruction à côté, ou est-ce que nous allons nous dire non, je vais essayer de réparer les brèches, je vais essayer de reconstruire, et pour ça, je crois qu'il faut nous mettre dans l'idée que notre civilisation a les bonnes bases, elle a des bons fondements. Et c'est sur ces fondements solides que nous devons retrouver, nous devons creuser dans le sol pour retrouver ce roc sur lequel nous pouvons construire quelque chose de solide. Et pour cela, nous devons nous réconcilier avec cet héritage. Nous devons le reconsidérer, nous devons revoir là-dedans qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui a été solide, qu'est-ce qui a été important, et où est-ce que d'une certaine manière le train a pu dérailler. Donc c'est à partir de cette espèce d'état des lieux que nous pouvons à ce moment-là nous dire, eh bien voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et là, nous pouvons nous inspirer, par exemple, de l'architecte Lucien Kroll, qui, face à ces barres d'immeubles qui ont été construites dans les années 70, eh bien, nous dit, eh bien, moi, je suis tout à fait opposé à l'idée de détruire. Il faut réparer, il faut aider les habitants à retrouver un processus de vie et de reconstruction de leur vie, et puis à partir de là, les aider, les mettre au centre du processus, parce que c'est comme ça qu'un paysage se construit. Un paysage est fait par les habitudes, par les lieux où l'on vit, où on produit, où on rencontre d'autres personnes. Donc voilà un peu le chemin qui se construit et qui va nous permettre, au fond, de repartir de là où nous sommes aujourd'hui pour poser des pas. Et là, nous pouvons nous inspirer de ce que le pape François nous propose lorsqu'il nous dit, au fond, l'essentiel, c'est de refaire un peuple. Inscrivez-vous dans le temps, bâtissez sur les hommes. L'homme est digne de confiance, faites-lui confiance. Et à partir de là, créez des processus qui vous dépassent et qui vont ensuite mûrir, croître dans le temps.
Et pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut pouvoir trouver un accord de confiance. Et cet accord de confiance, eh bien, nous ne pouvons le trouver que sur une équation, on va dire, anthropologique, c'est-à-dire le bien de tout l'homme et de tous les hommes. Et c'est ça notre programme qui va nous permettre d'aborder cette étape de réparation. Dans mon métier d'orthophoniste, je suis en contact avec des personnes qui ont un trouble du langage ou de la communication et la fonction donc ne marche pas, n'atteint pas son but de communiquer. Pour beaucoup, on ne peut pas guérir la cause du problème. Et donc on va essayer de réparer en utilisant des moyens, des stratégies de compensation pour contourner l'obstacle et atteindre le but qui est de communiquer ou de parler. Quelqu'un par exemple qui a une aphasie, qui a eu un accident vasculaire cérébral, on ne va pas refaire fonctionner la partie du cerveau qui est lésée. Par contre, on va essayer de trouver des chemins autres pour quand même arriver à le faire communiquer. Être réparé, pour le patient, ça peut complètement bouleverser sa vie. Quand on a un problème dans la communication, on en fait tous l'expérience, que ce soit avec ses parents, dans un couple, on sait que ça peut faire beaucoup souffrir. Quand une personne ne peut pas du tout être comprise, c'est une très grande source de souffrance. J'ai eu un patient de 4 ans qui devenait violent à cause de la frustration de ne pas pouvoir communiquer. Alors, il disait des choses comme « caquet ». Personne ne le comprenait. C'était très très difficile pour lui. Eh bien, avec tout ce travail à la fois technique et relationnel, le fait de pouvoir non pas être guéri des causes de la difficulté, mais d'être réparé dans cette fonction de communiquer, c'est révolutionnaire. Et la vie reprend. Mais donc réparer, pour moi en tant qu'actrice, dans cette dimension, cet élan, pour aider mes patients qui ont cette fonction de communiquer ou de parler qui est défectueuse, eh bien, c'est très exaltant parce que je me sens un instrument pour les aider à développer leur potentiel, pour développer leur talent, pour développer aussi leur liberté et leur faculté à tenir leur place dans le monde. Et la place de chacun est importante. Donc c'est vrai que c'est grand, c'est puissant, et je suis très fière du métier que je fais parce que je trouve que c'est beau en fait. Voilà. Pour mes patients, ce que je vois aussi, c'est que au travers de cette fonction rétablie, ils vont améliorer, approfondir, affiner leur capacité à manifester un amour. Et pour moi, ça aussi, c'est vraiment une des choses les plus essentielles dans le monde. Donc, c'est très important. Réparer, donc réparer, je pense que souvent pour moi, c'est réévaluer sa vie, ses croyances, ses choix. Je vais prendre un exemple d'un jeune en droit qui avait 22 ans, qui redoublait sa 2e année de droit, qui venait d'abandonner et qui était en arrêt médical pour burn-out, donc qui était vraiment en souffrance et qui ne comprenait pas cet échec alors qu'il était si volontaire. Et le droit correspondait à ses valeurs, hein, d'aider les plus faibles, d'être utile. Par contre, il avait, en creusant, je me suis aperçue qu'il avait construit, non pas sur ses talents, mais sur son handicap. Parce qu'il était extrêmement dyslexique, donc très handicapé pour des épreuves de droit. Et donc en réfléchissant, il a pris conscience qu'il construisait sur son handicap, donc c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteux pour lui. Et là, de toute façon, il était dans un tel état qu'il ne se voyait pas continuer. Et que ses parents ont accepté, c'était difficile parce qu'au début, ils pensaient qu'il fallait mieux quand même qu'il ait une licence, qu'il change de voie. Et donc là, ça a été cet accompagnement de coaching, ça a vraiment été un temps de déculpabilisation, déjà, très important, de déculpabilisation devant cet échec. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, il croyait bien faire, il croyait avoir choisi la voie qui lui convenait, et ça ne marchait pas.
L'échec, c'est aussi un temps de réparation pour nous réajuster, pour accepter la réalité, pour accepter que nous ne sommes pas tout puissants. Quelquefois, on peut avoir tout préparé et tomber sur le sujet on ne saura pas répondre. Donc accepter la réalité, accepter de bifurquer, de faire le deuil d'un rêve, d'un choix, accepter le regard des autres, se confronter au regard des autres, aux attentes des autres, qui espéraient que... Bon. Donc la réparation, elle va passer par ce temps déjà, 1, d'acceptation, 2, de réévaluation. Finalement, au fond de moi, qui suis-je? De quoi ai-je vraiment envie? Où est-ce que j'apporte quelque chose? Où est-ce que je peux apporter quelque chose au monde? Et tout le monde a quelque chose à apporter au monde. Tout le monde. Pour se réparer, on peut s'appuyer sur quelque chose qui est encore peu connu, mais qui est sur le soutien de notre corps. Parce que notre corps nous envoie constamment des signaux, des sensations, pour nous dire si on est heureux, si on est dans quelque chose qui nous convient, ou si au contraire on est dans l'effort, la souffrance, et là on va être tendu. Alors je prends comme exemple, moi je peux vous parler du coaching pendant des heures, de l'intelligence émotionnelle qui me passionne, qui est en train de révolutionner mais profondément les rapports humains, la façon de vivre, et par contre si je vous parle de mes facturations, eh bien là, je sèche. Je suis tendue, c'est pas mon truc, ça m'énerve. Bon, donc ce n'est pas mon talent. Et tout de suite, mon corps m'envoie des signaux de crispation. Maintenant, quand je reçois les personnes au non-verbal, à la façon dont elles bougent ou elles évoquent quelque chose, je vois si c'est quelque chose qui leur convient ou pas. Donc, voilà, se réparer, c'est être très attentif à cette petite voix intérieure. Alors pas la petite voix intérieure qui nous dénigre, au contraire, cette petite voix intérieure qui est un peu comme notre meilleur ami et qui nous dit, bon, mais qui est honnête, qui va nous dire, bah oui, là tu sais que tu n'avais pas assez bossé pour cet examen, mais tu es capable de l'avoir quand même. Ou au contraire, qui va dire, tu voyais bien que c'était pas réaliste ce projet, donc peut-être qu'il faut réajuster tes ambitions par rapport à ce projet. Donc pour moi, la réparation, elle passe par ce difficile temps au départ, mais finalement merveilleux et combien fécond, ce temps de réexamen de nos choix, de nos valeurs, de ce que l'on souhaite profondément, et en étant le plus aligné avec ce que l'on ressent au fond de nous, et en étant si possible, pas indifférent, mais en tout cas libre par rapport au regard des autres et aux pressions extérieures. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Alors je suis Denis, je suis le responsable et le créateur de ce magnifique atelier vélo de Saint-Symphorien à Versailles. On est 7, 8, 10 jeunes gens de mon âge. Et puis il y a aussi des ados qui viennent le samedi. On est ouvert 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, une demi-journée. On accueille tout le monde. On bricole, on répare, on achète, on vend. Non, on n'achète pas, on nous donne, on vend. Que du vélo. Le vélo électrique est interdit ici. Et les moteurs, on ne connaît pas. On sauve la mécanique. Vous voyez un vélo abandonné pour les encombrants et qui pourrait encore resservir, moi ça me fait de la peine. Je le récupère et je le répare. On n'a pas le droit de jeter comme ça, c'est pas bien. D'une part. D'autre part, ça rend service. Le nombre de gens qui viennent ici et dont on répare les vélos ou à qui on vend des vélos pas chers, ça rend vraiment service. Et puis, réparer, c'est une activité comme une autre, tourner avec les copains, quelle que soit la météo. Et bon, c'est sympa, quoi. C'est mal de jeter. C'est mal d'acheter quand on n'a pas besoin. Merci, Yacine.
Pourquoi on n'a pas le droit de jeter? Je vois les encombrants qui ramassent des ordinateurs, c'est encore plus grave que les vélos, qui ramassent de la vaisselle qui pourrait être réutilisée, des jouets d'enfants. C'est insupportable. Emmaüs ne souhaite que récupérer des trucs, les kermesses récupèrent des trucs, vous avez des gens qui échangent, qui vendent dans les pas les bricoles, comment ça s'appelle, les vide-greniers. J'ai passé une partie de ma vie dans les vide-greniers. C'est mal de jeter, point. Ça m'apporte plus que ce que je donne. Ça m'apporte d'abord le sourire des clientes. Ça, c'est fabuleux. À mon âge, ça compte. Hein. Même des vieilles. Ça m'apporte le regard des gosses qui viennent bricoler avec moi. Ouais, je me sens bien, quoi. J'existe. J'ai pris ma retraite depuis un certain temps. Et je veux pas aller tout de suite en maison de retraite, c'est pas l'heure. Je veux exister, je veux faire partie de la société. Puis j'aime bien qu'on dise du bien de moi. Dans Versailles, c'est fabuleux. Puis ça rend service. Rendre service, c'est une justification en soi. Rendre service aux gens, c'est bien. On se sent bien quand on rend service, mais on participe à la vie publique. On prend des gosses qui sont à 10 ans, on les prend deux fois par an, pendant quelques jours, et on leur apprend à démonter un frein avec leur vélo. Ils ont 10 ans. Ça. À 12 ans, on commence à les accepter comme apprentis bricoleurs, et puis ça dure de quelques années. À 18 ans, ils s'occupent de mobylettes, c'est fini. Mais transmettre ce que nous savons, oui, alors là, c'est une passion aussi. Hein. Et on ne le transmettra jamais assez. J'ai passé des heures et des heures de travail sur un vélo ou sur un bricolage de vélo et ça marche. Je suis vachement content. Quand je mets un vélo dans l'endroit où ils sont prêts à livrer, soit parce qu'ils sont réparés, soit qu'ils sont à vendre, c'est une satisfaction. Ouais. On a pris un tas de ferraille, on a fait quelque chose qui marche. Vachement rien. C'est une grande satisfaction. On n'a ici que des satisfactions. Les clients sont satisfaits, les donateurs sont satisfaits et ils sont nombreux. Celui qui nous prête le local est satisfait. Les copains qui bossent avec moi, ils sont heureux comme tout. Je vois des gens qui sont chômeurs et qui ont besoin de s'occuper des mains et la tête, qui viennent ici, ça leur fait un bien fou. Réparer un vélo, ça répare l'âme. Moi, réparer les vélos pour les gens, réparer les vélos, ça me fait du bien. Je sauve la mécanique. Réparer le vélo pour un client potentiel ou un client existant, oui, ça me fait du bien à l'âme. J'ai une utilité sociale, c'est vachement important. Il y a la joie du père de famille, du grand-père, il y a aussi la joie du type qui bosse, quoi. Pour moi, le travail en soi, même s'il ne sert à rien, c'est une valeur. Mais le travail qui représente quelque chose d'utile pour les autres, c'est exceptionnel, quoi. Oui, c'est vachement important. Alors Fanazina, tu m'entends? Ça y est, on a mis l'appareil en route. C'est la première fois que tu m'entends. L'appareil est en route. Coucou. T'entends? Les deux? Ouais. C'est parti. Voilà. Là, l'appareil est en marche. Ah, tu m'entends? Quand je parle? Oui? Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu m'entends? Ah, ouais.